Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Sharon. Je vais commencer. Quelques points administratifs avant de commencer. Pour votre connexion par Kudo, bon, c'est le bon moment. Je ne peux pas trouver les instructions. Pourtant, je vais juste commencer. Raoul, j'espère que vous pouvez nous aider avec cela. Aujourd'hui, je vais parler des crimes contre les enfants avec des connexions numériques inattendues. Pour poser vos questions, il y a quelques instructions, mais ils ne sont pas disponibles pour moi en ce moment. De toute façon, je m'appelle Sharon Cooper. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des crimes contre les enfants avec des connexions numériques inattendues. Il était une fois, il y avait juste ce que les personnes pouvaient témoigner, mais les choses ont changé. Ce que nous voyons, le monde numérique présente des preuves saisissantes qui confirment que presque tous les types de maltraitance d'enfants peuvent avoir un lien avec la technologie. En fait, il faut qu'on soit préparé pour cette opportunité. La négligence, la violence physique, ainsi que la maltraitance fatale, psychologique et médicale
anciennement connu sous le nom syndrome de Munchausen par procuration, s'accompagne maintenant de preuves numériques potentielles qui peuvent confirmer les motifs ou la nature intentionnelle d'un crime, bien plus que les crimes attribuables à l'ignorance de la personne qui s'occupe de l'enfant ou que d'autres types de crimes contre les enfants. Maintenant, parlons-nous d'une famille adoptive idéale. Bon, Pearl, je vais juste recommencer parce que Pearl ne m'entend pas. On va réessayer. Test. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous ne pouvez pas m'entendre? Volume. Je vais laisser de partager mon écran. Je vais partager l'écran. Vous m'entendez? Je vais juste m'assurer que vous m'entendiez bien. Je vais juste lire toutes les instructions. Bienvenue à la série des webinaires Boost, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Vous allez entendre la docteure Sharon Cooper. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur fleur en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Documents sur la droite.
Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à la droite, cliquez sur Messages et Participants et écrivez votre question. Sur le clavardage, vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que Sharon ne va pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsqu'on fait les questions et réponses. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité de participants dans le groupe en cliquant sur le message, sur Messages et la quantité de personnes. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Aujourd'hui, je vais parler des crimes contre les enfants avec des connexions numériques inattendues. Il était une fois, nous pouvions juste entendre les témoignages des témoins, des victimes, mais le monde numérique présente des preuves saisissantes qui confirment presque tous les types de maltraitance d'enfants peuvent avoir un lien avec la technologie. La négligence, la violence physique, la maltraitance fétale, psychologique et médicale, le syndrome Munchausen s'accompagne maintenant des preuves numériques potentielles qui peuvent confirmer les motifs ou les natures intentionnelles d'un crime. Maintenant, je vais parler d'une famille adoptive idéale. Je vais parler d'une cause à laquelle j'ai travaillé. Nous parlons de la fille à la gauche au centre. C'était les 3 filles biologiques, les autres filles, mais cette fille était adoptée par la famille à l'âge de 4 ans et demi. Après 6 mois, elle l'a amenée à la pédiatre qui a trouvé elle avait un poids assez bas. Alors, elle avait augmenté des livres et ça, c'était la dernière fois que le pédiatre a vu. euh, euh, le pédiatre n'a jamais vu cet enfant. Et avant sa mort, vous pouvez voir la photo de cette fille. Cela est arrivé après 10 mois. Et ça, c'est la scène de crime. Ça, c'est une alarme de la porte que vous voyez dans la photo. Chaque fois qu'un cet enfant cherchait de la nourriture, l'alarme sonnait quand elle ouvrait la porte. Et les crimes d'inanation, ce sont des crimes. Ce ne sont pas juste les personnes pauvres. Dans ce cas, il y avait beaucoup de messages SMS pour expliquer l'intention de dépriver l'enfant de la nourriture. Quand nous sommes allés au tribunal, nous avons dédié 3 jours en révisant les textos entre la mère et le père et à la fin de toute cette présentation, de toutes ces preuves numériques, la mère a dit que c'était il disait les mots terribles, que l'enfant était une chienne et des autres mots, mais finalement, le couple a été condamné à perpétuité pour l'assassinat monstrueux de l'enfant. Mais le couple, bon, parlons-nous de l'infanticide. Ils ont pris, dans ce cas-là, plusieurs photos. Alors moi, j'ai eu l'opportunité, par les preuves numériques, que l'enfant perdait du poids. Mais dans ce cas ici, avec ce jeune homme, je n'avais pas beaucoup de preuves. Mais il y avait plusieurs messages de texte. Cet enfant s'appelait Marcus, âgé de 9 ans, et ils ont habité dans une base militaire. Ils sont arrivés comme la mère, le père et les 2 enfants. Mais
L'enfant était forcé de marcher dans le salon dont on avait enlevé tous les meubles en portant un lourd sac à dos pendant 1 heure complète. Euh, il était forcé par le petit ami de la mère. Alors, et cet homme lui criait de marcher plus vite et de garder la tête en haut comme si elle était une sergent instructeur parlant d'une recrue. Il y avait la privation de nourriture pour l'enfant victime et la mère demandait la permission de donner plus de nourriture à ce dernier et le contrevenant refusait immédiatement. Et les conversations indiquaient aussi le nombre de semaines pendant lesquelles l'enfant est resté enfermé dans une pièce intentionnellement dépourvu de meubles. Le couple avait également inversé la poignée de la porte. Voici une photo des preuves. Et comme ça, l'enfant ne peut pas sortir de la chambre. L'enfant n'a pas survécu pendant plus de 9 mois. Et les dernières des vidéos de jeunes garçons étaient prises dans une salle de bain et l'enfant était squelettique et l'enfant avait des diarrhées et l'agresseur lui traitait en disant qu'il était mauviette et de perdant. Mais la mère, elle a dû reporter exactement combien de calories l'enfant mangeait. Alors, nous pouvons comprendre pourquoi l'enfant est devenu si émécier. Il a mangé moins de 500 calories par jour et il a mangé tous les 2 jours, même pas tous les jours. 500 calories un jour, après le lendemain, rien après 500 calories. Alors, il était condamné, coupable de cela. Et il faisait un démarchage dans la communauté après le décès de l'enfant, parce que parfois il se promenait dehors. Alors, une personne a dit, je pensais que l'enfant avait le cancer et je ne voulais pas accabler sa mère. Quand je le voyais dehors essayant de marcher avec sa sœur, il y réussissait à peine. C'était clair que l'enfant était en train de mourir. Mais quand même, la soignante ne voulait pas faire le correct pour lui sauver la vie. Nous voyons cela dans les syndromes des enfants battus. Voici une radiographie dans la salle d'opération. Il y a des flèches qui sont juste... il y avait une perforation intestinale. Et la fille a dit que l'enfant a interrompu le père et puis c'était pas le père, en fait, c'était le beau-père. Et le beau-père était agressif vers l'enfant. Et puis, parce que les parents voulaient jouer aux jeux vidéo. Alors, la fille a décrit comment l'enfant était presque mort. Et toute l'histoire a commencé par une rencontre en ligne. 2 personnes qui se connaissaient pas bien, mais le monsieur était soldat. Il s'est marié après 10 jours de leur connaissance. Il était déployé, envoyé à Afghanistan. Quand il est retourné de Afghanistan, il avait le trouble de stress post-traumatique, l'anxiété. Alors, il n'avait pas de tolérance. Quand il est arrivé à la maison,
tous les deux, ils ont passé beaucoup de temps en ligne. Dans l'appartement, il y avait trois enfants. L'aîné avait 6 ans, un enfant de 5 ans et 4 ans. Et à cause de la situation de TP, de stress post-traumatique, il jouait ses jeux vidéo et l'enfant lui a interrompu. Les détails techniques de l'analyse du système de jeu, cela aidait la police. Il y a deux différents systèmes. L'enfant est devenu chaque fois plus malade et puis il ne savait pas que l'enfant était malade. Alors quand il y a l'abus d'enfant, c'est vraiment nous pouvons utiliser ces preuves pour le montrer. Et qu'est-ce qui se passe avec une cas d'une mise en scène d'un enlèvement d'un enfant? Ça, c'est le cas de négligence fatale, mort par privation de nourriture. Euh, la mère avait la garde de l'enfant. Le père qui était soldat et quand il est retourné de la guerre ou de son travail, et la grand-mère est allée à la maison. La mère était là avec la grand-mère pour amener le bébé. Il a commencé de crier. Ils ont dit, ah, quelqu'un a pris à enlever le bébé. Il cherchait partout. Ça, c'était apparemment un enlèvement d'enfants. Ils ont cherché partout. Ils ont trouvé les os de l'enfant dans un sac. Et c'était... euh, la mère a dit que la mère a trouvé que l'enfant ne répondait pas comme si c'était un cas de syndrome de mort subite du nourrisson. Mais ils ont trouvé le sac avec les os et c'était clair que l'enfant était mort par privation de nourriture, inhalation. Alors, ils ont découvert que la mère faisait des vidéos-jeux. Elle faisait entre 16 à 18 heures de jeu et il n'a pas donné suffisamment de nourriture à l'enfant et l'enfant est mort. Alors, vous pouvez regarder l'information pour voir ce qui se passe par la technologie. Et qu'est-ce qui se passe avec la maltraitance médicale des enfants? C'était alias le syndrome de Munchausen par procuration. Il y a les différents noms, plusieurs autres noms pour ce trouble. Mais Munchausen par Internet est une dynamique qui est vraiment le syndrome Munchausen par procuration où souvent les personnes qui vont en ligne, qui sont normalement les personnes qui perpètrent ces violences, ils vont en ligne pour chercher les différents syndromes ou maladies de santé pour aller au bureau de médecin. Voici un article sur les blogs et les maladies inventées par les soignants. Une fenêtre donnant accès à la pensée de soignants. C'était vraiment utile dans une cause que moi je faisais avec le syndrome Munchausen. Un enfant de 16 ans, il portait un masque, il poussait une intraveineuse de parking et j'ai dit bonjour, comment vas-tu? Mais il m'a dit, je sais que je vais bientôt mourir.
il avait du mal à croire qu'il n'était pas atteint d'une maladie mortelle parce que sa mère lui avait fait croire pendant des années. Il avait deux frères et sœurs plus jeunes qui l'a également empêché d'aller à l'école et pour lesquels elle cherchait de plus en plus à obtenir des médicaments inutiles. Il devrait se rendre à un site rêve d'enfants pour faire un rêve, un programme destiné aux enfants en phase terminale. Alors, la mère est allée dans trois différentes villes. Il avait une tube dans l'estomac, une tube séparée dans l'intestine grêle et une cathéter pour recevoir des liquides par voie intraveineuse. Et cela pendant plus de 4 ans. Alors la mère a passé chaque année à chercher en ligne les bons symptômes, à décrire à des médecins peu méfiants pour les inciter à faire d'autres procédures, à prescrire toujours plus de médicaments. Et il a fallu plus de 6 mois dans un hôpital psychiatrique doté d'un service gastro-entérologie pour lui enlever tous les tubes et les perfusions et le remettre à l'alimentation par voie orale. Alors, nous avons fait une enquête en regardant toute la technologie que la mère utilisait, tout le networking qu'il faisait avec les autres, le réseautage. C'est une manière excellente pour comprendre la victimisation. Maintenant, parlons-nous de la maltraitance psychologique. Pendant une longue période, on ne savait pas comment s'appelait cela, mais l'ouvrage DSM-5 en donne la définition suivante. Acte commis par le parent ou le soignant d'enfant qui entraîne un préjudice psychologique important pour l'enfant. Alors, en 2014, nous avons eu un excellent document et vous pouvez le télécharger, ce document, pour vous donner une définition. Il y a 6, 7 components à cela. Alors, il y a le repoussage, terrorisation, isolement, exploitation, corruption, déni de la réactivité émotionnelle, négligence en matière de santé mentale, médicale ou éducationnelle. Alors, les types de comportements avec le repoussage, ça inclut la dépréciation, dénigrement ou autre forme de rejet, rééducalisation d'émotions normales, singularisation ou humiliation en public, tandis que la terrorisation, c'est le placement dans des circonstances imprévisibles ou chaotiques, fixation à attentes rigides ou irréalistes, menaces ou perpétration d'actes de violence à l'encontre de l'enfant, de ses proches ou d'objets qui lui sont chers. On ne savait pas comment s'appelait cela, mais c'est une forme d'abus, l'isolement, confinement dans l'environnement, restriction des interactions sociales dans la communauté pour avoir le développement cognitif par l'exploitation ou corruption, déni de la réactivité émotionnelle, négligence en matière de santé mentale, médicale ou éducationnelle. Pour des raisons autres que l'insuffisance des ressources, mais aux causes des refus de répondre à de graves besoins émotionnels, comportementaux, de santé physique ou d'éducation. Je, vous, je voudrais que je veux que vous compreniez tous ces types de comportements psychologiques malveillants de la part des soignantes. On regarde par exemple comment ces types de maltraitance peuvent-ils avoir une composante numérique. Voici un jeune homme qui a dû se tenir sur la bord de la route avec un panneau qu'il était stupide parce qu'il a conduit à plus de 100
Il y avait les gens qui passaient. C'était une expérience humiliante et c'est chaque fois plus pire quand c'est téléchargé affiché sur l'Internet. Et voici un cas de terrorisation. Ça, c'était dans le placard de la chambre de l'enfant. Euh, il y avait une fillette de 3 ans qui était admise pour un service de soins intensifs pédiatriques pour perte de conscience. Elle avait des marques évidentes, des ceintures pour faire l'aconditionnement physique. Et elle avait des marques sur les fesses et les dos. Et quand elle mangeait un peu, elle était tellement stressée. Je suis désolée, je sais que je suis mauvaise parce qu'il y avait la crème glace qui s'est tombée sur les pantalons. Alors ça, c'était une piste qu'il y avait de la maltraitance vers l'enfant. Elle a eu les marques évidentes de ceinture. Elle avait de la peur, elle avait peur tout le temps, mais quand la travailleuse sociale l'amenait chez elle pour prendre ses vêtements et ses jouets préférés, elle a découvert dans une chambre vide que quand l'enfant approchait le placard, elle était hystérique. Et il y avait une esquelette. Elle me disait, ne me mets pas dans le placard, ne me mets pas dans le placard. D'avoir cette information parle beaucoup plus parce que ça montre beaucoup plus qu'un enfant peut témoigner dans un tribunal. Euh, Cette petite fille a également dû regarder des photos du visage de squelette transformé en masque sur l'oreiller de sa mère, de sorte que si elle essayait d'entrer dans sa chambre la nuit, elle serait de nouveau effrayée. Alors ces preuves étaient tellement importantes. S'il n'y avait pas une visite à la maison ou les preuves numériques, la jurée ou le juge n'aurait pas été tellement proactif. Maintenant, je voudrais parler de ceci. Parfois, il y a les crimes qui arrivent d'un côté à l'autre du pays. Peut-être il y a une connexion entre les gens qui font les crimes, qui perpètrent les crimes. Nous avons trouvé 2 enseignants à la côte est et ouest des États-Unis. Tous les deux prenaient des photos des enfants dans les salles de classe. Voilà. Et le voici et les enfants, ils ont dû manger comme c'était le dernier repas. Mais la nourriture était saturée avec les fluides du corps. Ils étaient arrêtés dans la même année euh, et il y avait plus de 150 victimes. Et ça a été avec les enseignants à l'école. Et c'est incroyable. Euh, Ces 2 individus peut-être avaient de contact avec l'un avec l'autre pour perpétrer ces crimes. Une autre manière où l'analyse numérique des preuves, ce sont nous pouvons voir les recettes. Ça, c'était dans une organisation avec les ordonnances ou les prescriptions. Il y avait 2 médecins qui ont prescrit les médicaments comme Xanax et ils pensaient, ah, peut-être ces 2 médecins, ils le font, ils recettent cela aux patients, mais
tandis que c'est pour eux-mêmes. Ces deux médecins étaient des pédiatres. Alors pourquoi ils faisaient tellement d'ordonnances, tellement de prescriptions? Alors, ce qu'ils ont trouvé, que plusieurs des patients se trouvaient en prison. Alors, c'était préoccupant. Ils ont parlé aux victimes et moi, j'ai dû commenter là-dessus. Alors, ils ont fait une enquête euh, aux maisons des médecins et ce qu'ils ont trouvé étaient plusieurs photographes de leurs patientes. Plusieurs des photos étaient innocentes, mais les autres montraient l'abus sexuel contre les victimes. Ce qui s'est passé, que les médecins euh, et ils abusaient les enfants, tout était garçons, et ils leur donnaient plusieurs médicaments, les médicaments addictifs pour que les enfants se sentaient mieux. Dans le procès, c'était une cause assez difficile. Tous les survivants étaient les criminels. Et c'est difficile pour que les juges ou le système de justice pénale va créer les criminels. Euh, mais c'était incroyable pour croire quelque chose comme ça. Ils ont fait de l'abus, tous ont été maltraités à partir de 9 ou 10 ans et jusqu'à l'âge adulte, ils ont intentionnellement été mis en état de dépendance afin que les médecins puissent avoir le contrôle. Et maintenant, nous avons une autre situation. Ça, c'est pour que les bébés se couchent sur le dos pour s'endormir, pour éviter le syndrome de mort subite du nourrisson, parce que les bébés, euh, ils respirent par la nez. Alors, c'est plus compliqué. euh, c'est plus compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas lever leur tête pour bien respirer. Alors, depuis 1994, nous avons une campagne dans notre service qui s'appelle la campagne Back to Sleep, sur le dos pour s'endormir. Il y avait des études dans les pays où ils ont eu très peu de cas de syndrome de mort subite du nourrisson. Alors, voici un cas où la mère a laissé l'enfant dans la garderie et la prestataire de service de garde a tourné le dos au nourrisson pendant plus de 8 minutes. C'était un enfant qui a eu 3 mois. Et en plus, il s'agissait du seul enfant présent dans la garderie à ce moment-là. Il y avait, la mère avait nourri l'enfant, il était fatigué, mais il ne pouvait pas lever la tête dans cette position avec la tête euh, vers en bas, c'est-à-dire face contre terre. Et son visage a fini par être enfui. Cela est arrivé, il y avait passé près de 8 minutes face contre terre, comme l'enfant était tellement jeune, le centre avait capacité, leurs travailleurs, qu'il fallait faire attention avec le syndrome de mort subite du nourrisson. Il ne fallait jamais mettre les enfants avec le visage
euh, par terre. Alors, alors, sans la caméra de surveillance numérique, on aurait considéré que l'enfant a décédé du syndrome mort subite du nourrisson. Mais la gardienne nettoyait les autres chambres, mais dès qu'ils ont découvert cela, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour ressusciter l'enfant. L'enfant s'était mort euh, mort par asphyxie. L'enfant a dû donner son cœur avant de l'enlever de un appui. Il a donné son cœur parce que l'enfant était sur un équipement de survie, un respirateur artificiel, mais moi j'ai passé du temps et tout ce scénario, c'est quelque chose que je ne pouvais pas croire. Alors, ce que je voudrais vous montrer, qu'il existe de nombreux types de services infligés aux enfants qui nécessitent des preuves numériques. Et les images classiques des services sexuels d'enfants qui ont s'appelé la pornographie des enfants, on n'utilise pas cela parce que cela implique le consentement. Mais ces images classiques de services sexuels d'enfants ne représentent qu'un type de délit numérique, même avec ce genre de preuves. D'autres liens peuvent apparaître, il faut les chercher. D'autres types de maltraitance d'enfants sont accompagnés de preuves numériques, la maltraitance physique et l'homicide, la maltraitance médicale, la mort par inanition et même l'asphyxie qui serait considérée comme une mort subite de nourrisson si ce n'était de preuves numériques. Je pense que vraiment, les photos sont tellement importantes, surtout dans les situations de noyade dans une salle de bain, par exemple, parce que si la première personne qui arrive à la scène peut prendre une photo, parce que si c'était juste quelque chose d'accidentel, la mère ou le père va mettre l'enfant par terre et tout va être mouillé. Euh, mais quand c'est une noyade intentionnelle, un homicide, euh, le contrevenant ne veut pas que ce qui vient pour trouver l'enfant voit l'indication qu'il y avait de la négligence de part de la délinquante. Alors, avoir ces images est tellement important. Un autre type de scénario d'une perspective numérique qui facilite la détermination quand l'enfant meurt, c'est quand il y a l'appel à 911 et l'individu arrive à la scène. Nous avons eu un enfant de 3 mois qui a eu une crise, un trouble, pas un trouble, mais une crise épileptique ou convulsive. Alors, nous avons eu un cas d'un enfant de 16 ans. Le père a envoyé la fille pour travailler comme une striptease. Et cette fille était assez fragile, euh, c'est-à-dire une sœur de la fille quand les ambulanciers sont arrivés. Il y avait une crise. Le père était
à le motel, il fumait une cigarette. Il ne cherchait pas les ambulanciers ou faisait les choses qu'on voit normalement quand un enfant est en train de mourir ou a eu un arrêt cardiaque ou quelqu'un essaie de chercher n'importe qui, mais il entre dans la chambre. C'était vraiment, ils ont cherché l'enfant, qui d'ailleurs était une jumelle, et l'enfant n'a pas survécu. Il était tellement petit. Alors, c'était difficile pour voir s'il y avait l'épreuve du traumatisme. On n'a pas vu l'épreuve du traumatisme jusqu'à arriver chez le médecin qui a indiqué un traumatisme à la tête. Mais quand nous avons informé que ceci n'était pas un cas de syndrome de mort subite du nourrisson, les forces d'ordre, ils sont retournés, ils ont regardé les caméras dans les stationnements. Et quand ils ont fait ça, et il a fait toute l'enquête, ils ont vu le père qui était vraiment en colère. Il est arrivé, ou il est allé à sa voiture et il fumait pendant peut-être 7 ou 9 minutes. Il est entré à la porte de l'hôtel. Il n'entre pas et après il appelle 911 en disant qu'il a un bébé, qui ne peut pas répondre, qu'il a besoin de l'aide avec l'enfant. La caméra numérique nous a raconté l'histoire que c'était un cas d'un enfant maltraité, battu. Il y avait du traumatisme vers la tête et le bébé était couvert des différents vêtements. C'était tellement difficile pour voir ce qu'il y avait, mais cette fois-ci, la caméra nous a aidés avec les crimes contre les enfants. Mais aujourd'hui, on pense que sur les crimes sexuels, mais aussi la communication par texto est indispensable car elle cimente souvent la preuve de l'attention. Elle doit être présentée avec soin pour qu'on ne questionne pas cela. Dans le cas de la fille qui était morte par privation de nourriture, c'était incroyable. Il a utilisé, comme je disais, les mots dérogatoires. Euh, et il a dit au père qu'il y avait une alarme qui sonnait plusieurs fois parce que la fille essayait de sortir de sa chambre en cherchant de la nourriture dans la cuisine. Cela montrait message après message après message. Et souvent, ces patients ou ces types des enquêtes ont plusieurs jours de messages de SMS. Alors, soyez attentifs aux gardiens et aux parents qui semblent trop captivés par le numérique et qui risquent d'adopter un comportement négligent. Il y a aussi un trouble pour un trouble de jeu, les jeux en ligne. Alors, il y a aussi une classification pour communiquer cela, parce qu'il y a la toxicomanie, surtout avec les patients atteints de spectre de troubles de autisme. Alors maintenant,
il y a la trouble de jeu en ligne, ça affecte le IRM de cerveau et la tomographie et les scans et les changements électrocéphalogrammes montrent cela. Euh, il faut observer les soignants, les sentiments exprimés par les soignants à l'égard des enfants et soyez attentifs au mépris, aux attentes irréalistes, au manque d'empathie, au désir de pouvoir et de contrôle et la conviction de la valeur de la punition parce que cela peut être une indication des parents ou des soignants négligents. Les soins parentaux doivent avoir pour but d'assurer une relation et un foyer sûr, stable et nourrissant pour que les enfants puissent s'épanouir. Parfois, les parents répètent ce qu'ils pensent qui est normal. Ils souvent disent, mais c'est pas, mes parents ont fait la même chose et moi, je suis bien quand même. Mais c'est une question rhétorique. Si vous êtes une bonne parente, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi il vous amène de la station de la police? On ne dit pas cela, mais nous voudrions encourager à avoir un foyer sûr, stable et nourrissant. Et pour donner aux parents et aux soignants les attentes plus réalistes. Mais nous avons eu quelques difficultés techniques. Je voulais laisser du temps suffisant pour vos questions. Alors, voici mon courriel. Avec plaisir, je peux répondre à vos questions et j'espère que cette présentation a été utile pour montrer qu'il peut avoir les crimes contre les enfants avec des connexions numériques inattendues. Il faut juste les chercher. Je vais voir maintenant si jamais vous avez des questions. Je vous... Il nous reste 5 minutes pour poser vos questions et je voudrais répondre à vos questions sur ces types des enjeux ou les autres enjeux liés avec la technologie. Je vois qu'il y a quelques questions pour avoir l'accès à la présentation. Je sais que cela serait disponible pour vous si vous avez des questions et vous désirez m'envoyer mes questions. Je peux vous dire, c'est Sharon, Sharon, tiré bas, Cooper, Cooper, arrobas, med.unc.edu. Mais je vais rester pendant quelques minutes si jamais vous avez des commentaires, des questions, des choses que nous avons abordées aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler quand, dans ce cas avec
le petit enfant qui était trouvé dans la garderie face contre terre, nous avons eu la capacité de voir ce qui lui est arrivé et les caméras peuvent compter exactement les minutes. Alors nous savions la quantité de minutes que l'enfant était face contre terre avant de découvrir qu'il était bleu. Alors, c'est pas juste une question de la nature, ce qui s'est passé à l'enfant, mais cela peut vous aider dans les institutions, par exemple. Est-ce qu'il y avait les personnes qui ne se conformaient pas aux standards de soins? Quand j'ai parlé de l'enfant dont le père était dehors en fumant une cigarette, je voudrais vous raconter d'un autre homicide. Il y avait là une mère d'un enfant adoptif. Elle a dit que l'enfant euh, a vomi, un enfant de 3 ans. Alors, elle l'a mis euh, elle est, l'enfant était gravement blessé en fait. Mais ce qui était relevant, quand les gens de 9 ans d'avant, ils ont pris la température, bon, et c'était pas juste une question de vomiter, pardon, de vomir, il a vomi avant. Mais il y avait les autres signes dans sa chemise. Nous savions qu'il y a... Parce que si l'enfant venait de vomir, euh, il y aura des signes, non? Et il y avait... l'ambulance a vu qu'il y avait les autres signes. Voilà, quelques commentaires. Merci. 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 Il y a une question. Comment vous pouvez gérer votre propre santé mentale? Ben, je comprends le traumatisme euh, vicaire, mais je me suis rendu compte qu'il faut, c'est-à-dire le traumatisme par procuration. Et je dois prendre du temps. Je suis musicienne aussi, alors cela m'aide. Je joue pour l'église et j'enseigne les enfants, les jeunes enfants à une école à l'église. À- Avant, j'étais dans l'armée. Alors, j'enseigne à l'école du dimanche aux enfants. Moi, j'ai fait trop d'exercices parce que avant, quand j'étais dans l'armée, je faisais cela. Non, je faisais beaucoup d'exercices et mettre à conditionnement physique. Et maintenant, je fais le yoga. Alors, il faut vraiment pour tous les intervenants prendre soin de vous-même. Alors, vraiment, merci pour votre amable attention. Vous, vous étiez tellement formidables, vous tous, avec votre patience dans la difficulté avec la technologie. Est-ce que j'ai l'accès aux médias numériques? L'enfant qui allait mourir, l'enfant qui a eu tellement de problèmes avec la nourriture, euh, l'enfant qui allait mourir
à cause des conditions qui pensait qu'il allait mourir. Dans ce cas-là, oui. Euh, il nous reste juste quelques secondes. Merci.